Bienvenue à cette formation sur les GAN, Generative Adversarial Network. En français, réseau génératif antagoniste. On verra un peu plus tard pourquoi on appelle ça comme ça. Alors une petite introduction, pardon. Si vous n'êtes pas au courant, le deep learning c'est super fort pour tout ce qui est génération. Polo à l'heure. Du coup, je disais, les GAN c'est super fort pour tout ce... Enfin, pardon, le deep learning c'est super fort pour tout ce qui est génération. Par exemple, génération d'images à haute définition. Là, on a un chat ultra réaliste qui est généré par un réseau de neurones. Pour tout ce qui est de l'art, là, c'est du transfert de style. On prend deux images et on les mélange. Plutôt stylé, comme vous pouvez le voir, on prend un tableau et une image. Du coup, ça fait une image assez stylée. De la musique. D'ailleurs, il y a un concert ce soir à 20h30. Bon, la formation a duré un peu plus longtemps que 30 minutes. Du coup, j'espère que vous resterez pour la formation et pas pour le concert après, peut-être. Du coup, les réseaux de neurones, ça peut générer de la musique également. Et enfin, un petit dernier exemple de génération que j'aime beaucoup, c'est on met un texte, on décrit quelque chose, et l'IA nous donne une image qui correspond au texte. Là, on lui donne une chaise en forme d'avocat. Ça renvoie chaise avocat. Assez fort, assez bluffant. Là, on peut déjà sentir un peu tous les problèmes éthiques, plein de questions qu'on peut se poser. Comment ? Ok, 2 secondes pour la lumière. C'est exactement pareil. C'est mieux. C'est pas grave. C'est pas très grave. Ok, de toute façon, vous voyez le PowerPoint. Yes. Du coup, voilà. Du coup, je disais, on voit déjà quelques petits problèmes qui peuvent se soulever avec la génération par l'IA. Par exemple, déjà les designers, je pense qu'ils sont pas très contents qu'on leur vole leur taf, parce qu'une IA, c'est bien, parce que justement, ça génère ultra vite et plutôt pas mal, comme vous pouvez le voir avec les chaises avocats. Pour l'art, parce que du coup, on se pose des questions comme qu'est-ce que c'est que l'art? Est-ce qu'une IA peut vraiment faire de l'art? Tout ça, tout ça. Mais bon, aujourd'hui, on n'est pas là pour se poser ces questions-là. On est là pour comprendre comment on fait ça. Du coup, les GAN, comme vous l'aurez deviné, c'est des trucs ultra forts qui génèrent des images, du genre cette image-là. La musique aussi, ça peut être généré par des GAN. Le reste, c'est un peu des procédés un peu particuliers, mais qui sont, disons, dans l'adhérence de tout ce qui touche aux GAN. Du coup, un petit exemple pour vous challenger. Une de ces deux images a été générée par un GAN. Est-ce que vous sauriez dire laquelle? Je vous laisse quelques minutes. Vous voyez pas l'image? C'est ballot. Embêtant. Ok, c'est pas grave. Ok, du coup, qui pense que l'image à ma droite, du coup à votre gauche, est une fausse image? Ok. Ok, qui pense que c'est celle de ma gauche, celle de votre droite qui est fausse? Ok, vous êtes plutôt chaud aujourd'hui. Du coup, c'est bien celle à ma droite qui est fausse, celle-là. Je sais pas comment vous avez su que... Vous êtes très très bon. Ok. Je pensais que vous l'auriez pas vu, mais je voulais peut-être laisser un peu trop longtemps en vous la donnant en avance. Du coup, il y a quelques petites erreurs. Il y a quelques petites choses à voir quand même. C'est que le fond, il est totalement au pif. Et que, en vrai, là, ça va. En général, le fond, parfois, il fait un peu de la merde, mais là, ça va. Il y a tout ce qui est oreille, où il peut faire de la merde. En fait, c'est la lunette qui... Enfin, c'est parce qu'il pense qu'à côté de la lunette, ça va être blanc, quoi. Alors qu'il y a une oreille. Mais en général, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est vraiment pas mal. C'est du 1024 par 1024. C'est assez fort, assez bluffant. J'aurais pu trouver... Enfin, si j'avais reroll, j'aurais pu trouver des images parfaites et vous aurez pas réussi. Hein. Je vous le dis. Du coup, voilà. Ok. Du coup, maintenant qu'on a vu à quel point c'est fort, on va voir comment ça marche. Donc là, le plan un peu de la formation. On va voir comment ça fonctionne d'abord, puis ensuite comment ça s'implémente avec l'architecture. Architecture qui veut dire en gros toutes les couches qu'on met dans notre réseau de neurones. Puis ensuite, on va voir comment on l'entraîne. Quelques petits problèmes ensuite, parce que les GAN c'est très fort, mais il y a beaucoup de problèmes également. Et enfin, on finira par voir quelques exemples de trucs générés par l'état de l'art dans les GAN. Alors du coup, premier point de cette formation, le fonctionnement d'un GAN. J'ai commencé par quelques petits rappels.
qui me semble important parce que ça fait longtemps que vous n'avez pas eu de formation. Du coup, qu'est-ce que fait le deep learning comparé à la data science, par exemple? Je sais pas, est-ce qu'il y a des gens qui ont des réponses à cette question? Pour vous, c'est quoi la différence entre le deep learning et la data science? Vas-y. Le deep learning, tu vas entraîner un modèle. Ouais. Alors que la data science, C'est pas tout à fait ça la différence. Mais tu touches du doigt un petit truc là. Du coup, la data science, ça part pas mal de la data et ça cherche à trouver des modèles sur les datas. En fait, c'est vraiment le point de départ et le point d'arrivée. En deep learning, on se pose un problème d'abord et ensuite on le résout avec la data. La data science, la différence, c'est qu'on part des données et on cherche des choses avec les données. On cherche à faire des liens entre les données. Du coup, là, le deep learning cherche à résoudre un problème. Le problème se formalise par une fonction à trouver, à approximer même, enfin plutôt. Avec, du coup, on a des données. On a besoin de données pour approximer cette fonction. Et enfin, on a besoin d'une fonction de coût. Fonction de coût, du coup, qu'on minimise. En fait, on a un modèle qui servira à approximer la fonction. Et on va essayer de minimiser la distance entre la fonction, à trouver et le modèle qu'on se donne. Du coup, ça correspond à minimiser la fonction de coût. Ici, on suppose qu'on sait comment minimiser la fonction de coût, c'est-à-dire trouver les paramètres avec la descente de gradient, tout ça. Vous l'avez vu dans des formations précédentes. Du coup, gros théorème du deep learning, on se dit qu'on peut approximer n'importe quelle fonction tant que notre réseau de neurones est assez profond. Mathématiquement, on sait qu'avec un réseau à 2 couches, on est capable d'approximer n'importe quelle fonction mesurable, parce que, en gros, l'ensemble des fonctions à 2 neurones sont denses, et denses, du coup, dans l'ensemble des fonctions mesurables. Pour ceux qui aiment bien la CIP. Du coup, voilà. Passons maintenant, du coup, on va appliquer ça à la classification d'images. C'est des rappels pour ceux qui ont déjà vu les formations, ce sera simple. Alors, la fonction approximée, du coup, ça va être une fonction qui part de l'ensemble des images. Ici, on prend des images 28 par 28 en noir et blanc. Du coup, le 28 par 28, c'est le nombre de pixels. Et le 1, ça correspond à la taille d'un pixel. Du coup, ici, comme on est en noir et blanc, ça va être une seule coordonnée. Si c'était du RGB, on en aurait eu 3. La sortie, ça va être un vecteur dans R3, du coup, qui correspond aux probabilités d'être dans chacune des classes. Ici, on a donut, camion et crabe. Nos données vont être sous la forme de couples de images et labels. Et notre fonction de coût, ça va être la cross-entropie. Cross-entropie parce que empiriquement, ça marche bien. Et ça permet de... pour la classification, c'est ce qui est utilisé parce que ça marche bien. Du coup, pour la génération d'images, maintenant, on va essayer de généraliser, de poser le problème pour la génération d'images. Alors, la fonction qu'on veut trouver, ça va être une fonction d'un espace inconnu qui va dans l'espace des images, 28 par 28 par 1. Les données, ça va être les images réelles, et la fonction de coût est inconnue. Alors déjà, on va se poser la question de quel espace de départ on se donne ici. Alors, en fait, on se dit que l'espace de départ qui va permettre de faire cette fonction-là, ça va être l'espace qui va décrire ce qu'on aura en sortie. En fait, à partir d'un élément de l'ensemble des départs, on va décrire ce qu'on veut dans notre image, en gros. C'est ça qu'on veut. Le modèle va comprendre lui-même ce que le vecteur dira. Du coup, on va se donner arbitrairement R puissance 100. Ça peut être R puissance un autre truc, selon la complexité des images qu'on veut générer. Par exemple, ici, on prend 3 classes, on prend des dessins comme ça. Du coup, je me dis R puissance 100, c'est pas déconnant. Par exemple, il y aura une coordonnée qui servira à dire quelle classe ça sera, une autre qui dira quelle taille, quel zoom, quel angle on prend, etc. etc. Quelle forme ça donne quoi. Par exemple, si je voulais prendre un truc beaucoup plus facile, genre générer des chiffres à écrire à la main, comme MNIST, je prendrais sûrement une dimension un peu plus petite parce que c'est un problème beaucoup plus facile. On a peut-être par exemple R puissance 10. Du coup, ici, on va prendre R puissance 100 pour notre générateur, comme espace de départ. Et donc, pour générer mon truc, à partir du générateur, je vais prendre un vecteur aléatoire dans R puissance 100 par loi normale, parce que c'est ce qui est utilisé. Et ensuite, je le fais passer pour mon générateur et j'espère qu'il va faire un bon truc, une bonne image. La fonction de coût maintenant.
Alors la question c'est, du coup, grande question, comment est-ce qu'on choisit notre fonction de coût? Parce que nous, en fait, on veut une image réelle, enfin qui paraît réelle au moins, à partir de notre dataset. Alors la fonction de coût, on se gratte la tête un peu, on se dit que en tant qu'humain, comment on dirait si c'est une vraie image ou pas? Probablement qu'on se dirait qu'en fait il nous faudrait une probabilité en fait, parce que même nous en fait on aurait du mal à dire parfois si c'est une véritable image ou pas. Du coup ce qu'on voudrait c'est une fonction de coût qui donne une valeur entre 0 et 1 par exemple, une probabilité, qui nous permettent de dire si c'est une vraie image ou pas. Du coup, plus on est proche de 0, plus ça serait une fausse image. Plus on est proche de 1, plus ça serait une vraie image. Et donc ça serait une fonction D qui part de l'ensemble des images et qui arrive dans 0, 1, qui nous permet de faire cette fonction de coût là. Grande question, qu'est-ce qu'on prend comme fonction de coût? Parce que jusque-là, on est incapable de décrire ce qui est réel ou pas avec un algorithme. Du coup, on se rappelle un peu de tout ce que j'ai dit au tout début, en rappel notamment. J'ai dit qu'on pouvait approximer n'importe quelle fonction avec un réseau de neurones assez profond. Du coup, la grosse astuce des GAN, c'est de prendre une fonction de coût qui est approximée par un réseau de neurones. Du coup, D, c'est un réseau de neurones, une fonction approximée par un réseau de neurones. Et en fait, par extension, on va dire que c'est le réseau de neurones. Les données, ça va être, pour entraîner ce réseau de neurones, en fait, ça va être les vraies images et les fausses images. Parce qu'en fait, on veut que notre fonction de coût D différencie les vraies images et les fausses images. Du coup, en fait, c'est une classification. C'est un réseau de neurones qui permet la classification entre les vraies images et les fausses images. Tout simplement. Fonction de coût, du coup, évidemment, la cross-entropie, comme tout à l'heure, je l'ai dit. Pour la classification, c'est la cross-entropie. Ici, on remarque qu'en fait, on n'a plus besoin de données pour le générateur, d'ailleurs. Parce qu'en fait, on va passer par le générateur, on va générer une image avec le générateur, et c'est le discriminateur qui va dire si on fait un bon truc ou pas par le générateur. Du coup, il suffira d'entraîner le discriminateur, et le générateur va s'entraîner avec le discriminateur. J'espère que je vous perds pas trop. Du coup, un petit schéma pour résumer ce qui se passe. On a un générateur du coup qui part de R puissance 100, qui prend des vecteurs aléatoires dans R puissance 100 par loi normale, qui génère des images plus ou moins belles. Ces images-là passent par un discriminateur, la fonction de coût D que j'ai appelé fonction de coût tout à l'heure, mais du coup c'est un réseau de neurones qu'on va appeler discriminateur. Lui va servir à dire si c'est des vraies images ou pas, donc à évaluer nos images générées. Et donc, ce discriminateur va s'entraîner avec les images générées par le générateur et les images du dataset réel. Du coup, voilà, on voit à peu près comment ça va fonctionner. Le générateur va apprendre petit à petit avec le discriminateur. En fait, le discriminateur au début, le générateur au début, il va faire un peu de la merde. Par exemple, il va mettre une grosse tache noire. Le discriminateur, il va comprendre que les taches noires, ça vient du générateur forcément. Et donc, dès qu'il voit une tache noire, c'est du générateur, ça va être faux. Et donc, comme le discriminateur tape le générateur sur les doigts quand il fait une tache noire, le générateur va commencer à faire des petits motifs. Et ensuite, petit à petit, par entraînement, le générateur va commencer à comprendre ce que le discriminateur veut qu'il fasse pour tromper le discriminateur. Le but du générateur, c'est vraiment de tromper le discriminateur pour que le discriminateur croit que les images générées sont réelles. Du coup, voilà pour le principe des GAN. Avant de passer à l'architecture, est-ce qu'on a des questions sur le principe des GAN? Vas-y, Polo. Comment est-ce que le générateur il va utiliser le vecteur Z en entrée pour créer une image bien précise? C'est-à-dire, ok, il va apprendre à générer des vraies images, mais comment on sait que c'est les images que nous on veut? Justement, en fait c'est le discriminateur. Parce que le discriminateur, en fait, il va dire si c'est des vraies images ou pas. Il va donner une probabilité entre 0 et 1 pour dire si c'est une vraie image ou pas. Et du coup, le générateur, il va essayer de tromper le discriminateur en faisant renvoyer au discriminateur que c'est des vraies images. Le discriminateur, en fait, comme c'est un réseau de neurones, il fait un peu ce qu'il veut. Là, on lui dit de reconnaître, du coup, entre des fausses images et des vraies images du dataset. Et dans le dataset, justement, c'est des crabes, des camions, des donuts. Du coup, si c'est un crabe, un donut ou un camion, il va comprendre que c'est une vraie image. Genre, ça répond à ta question? Yes. D'autres questions? Je continue alors. Du coup, maintenant, on passe à l'architecture. On va voir un peu toutes les couches qui se passent, qu'il y a dans un GAN. Ça va permettre aussi, en fait, toutes les techniques qui sont utilisées, elles sont très utilisées également dans tout ce qui est computer vision. Du coup, ce sera pratique aussi pour la classification.
Découvrons un peu tout ça. Alors on commence par le discriminateur. On a deux réseaux neurones, on commence par le discriminateur parce que c'est le plus facile. Et je pense que vous savez déjà à peu près à quoi ça ressemble, comme c'est un classifieur. Du coup, un gros réseau de convolution. Ce schéma-là, en gros, ce qui veut dire, enfin, les parallélépipèdes, là, sur la hauteur du parallélépipède, c'est le nombre de filtres. Et les carrés, bah, c'est la taille du filtre. Du coup, du x, y, selon ces deux axes-là, et le nombre de filtres sur l'axe horizontal. Du coup, bah, sur le schéma du discriminateur, si on a des grosses tailles d'entrée, et on essaie de réduire la taille et d'augmenter le nombre de filtres tout au long du réseau. On arrive à du 1 fois 1 en termes de sortie, en taille de sortie, qui correspond donc à la probabilité d'avoir une vraie image ou une fausse image. Quelques rappels aussi. Ah oui, la sigmoïde, pour passer d'un vecteur dans R dans 0, 1. Ça permet de passer d'un truc dans R dans l'espace des probabilités, quoi. À l'opposé de la... Enfin, pas... comme la softmax, quoi, sauf que là, on est en classification avec deux classes. Du coup, on a besoin que d'une sortie, et donc pas de softmax. Un autre petit rappel, c'est les convolutions, qui permettent donc de diminuer en dimension. C'est tout ce qu'on a tout au long du CNN. On a des convolutions de cette forme-là. Donc, un kernel 3 par 3 qui se déplace sur toute l'image. On a des zéros autour pour avoir une bonne taille de sortie. Et là, on a un stride de 2. Le stride, petit rappel, du coup, c'est le nombre de pixels dont on se décale à droite ou en bas à chaque fois qu'on bouge le kernel. Du coup, là, on a un stride de 2. Le stride qui permet donc de diminuer plus en dimension. C'est vraiment le stride qui impose la dimension de sortie, du coup. Deux autres méthodes pour diminuer en dimension d'image, quoi. Le max pooling et l'average pooling. On prend 4 pixels, ça donne 1 pixel. On prend ces 4 pixels-là, ça donne 1 pixel en prenant le max. Et l'autre méthode, c'est avec la moyenne. Max pooling qui est beaucoup plus utilisé que l'average pooling. Parce qu'en pratique, ça marche mieux. Alors du coup, maintenant, on passe au générateur. Tout ça, jusque-là, c'était des rappels. Maintenant, on va voir un peu plus des choses intéressantes. Alors le générateur, du coup, il part de R puissance 100, d'un vecteur de R puissance 100, et il veut aller dans l'ensemble des images. Et on a une architecture sous cette forme-là. Alors vous pouvez directement faire le parallèle avec le discriminateur. En fait, ça ressemble carrément à un CNN inversé. Et justement, c'est le cas. Au début, on a un vecteur, on va le reshape ou le projeter pour arriver à du 4 par 4 par 1024. Et ensuite, on va faire des déconvolutions, ce qu'on appelle des déconvolutions. Et on va voir tout de suite après ce que c'est que les déconvolutions. Tout ça pour augmenter en dimension et arriver à une image à la fin. Du coup, les déconvolutions, ou conv de détranspose, tout simplement, en fait, ça va être de la convolution, soit avec beaucoup de padding. Le padding, c'est quand on rajoute des zéros à côté. Ici, le padding, du coup, il est représenté par les cases blanches, les carrés blancs, sur l'image. On a comme pour les convolutions normales un kernel qui bouge. Là, c'est un kernel 3 par 3 qui bouge. Et donc, l'image d'arrivée au-dessus. Ça se déplace et ça fait des convolutions linéaires de tout. Ça, c'est une première méthode. Sauf qu'on se rend compte que si on fait que ça, à chaque fois, on augmente la dimension de 1 ou 2 pixels. C'est pas très intéressant parce que ça va très lentement. Nous, on va partir de 4 et on va arriver à 1024. Ça va prendre un peu de temps si on fait ça. Du coup, on fait des convolutions transpose avec du stride. Le stride, là, il consiste à ajouter des zéros, en fait, entre les pixels. Les pixels de l'image de départ sont en bleu, si vous l'avez pas compris sur l'autre image. Du coup, on va ajouter des zéros partout, entre les images. Et comme tout à l'heure, un kernel de 3 par 3 qui se déplace sur l'image. Du coup, qui fait, comme pour les convolutions, des convolutions linéaires de ce qu'on a avec le produit élément par élément des kernels et de l'image. Du coup, ça fait ça pour arriver à une image un peu plus grande. Et c'est comme ça qu'on augmente principalement en dimension. D'autres méthodes pour augmenter en dimension, ça va être l'upsampling. Là, c'est à peu près l'opposé du max pooling et de l'average pooling. On part d'une image 4-4 et à chaque petit carré, on associe 4 carrés. C'est pas exactement en fait, ça va pas être la même valeur à chaque fois. On fait généralement un petit flou pour que ce soit un peu plus continu, un peu plus réaliste. Du coup, en pratique, ça donne à peu près ça. Là, on a appliqué beaucoup de fois l'average pooling sur l'image de votre droite.
Alors les fonctions d'activation dans les GAN, oupsie, ça doit être masqué, mais du coup vous devez la reconnaître. Ça c'est la ReLU. La ReLU Rectified Linear Unit, du coup très utilisée dans les GAN, et la Leaky ReLU, une petite variante. Du coup la ReLU ça se présente comme ça. Sur les négatifs c'est 0, et sur les positifs c'est l'identité. La Leaky ReLU, c'est à peu près pareil, sauf que pour les négatifs on met une petite pente avec un alpha non nul. Un tout petit alpha mais non nul. Du coup, l'avantage de la ReLU par rapport aux autres fonctions d'activation, c'est que à gauche, c'est 0. Sur les négatifs, c'est 0. Et en fait, en pratique, du coup, c'est facile à implémenter parce que ça se calcule vite et ça marche très très bien. On peut se poser la question de pourquoi ça marche très très bien. Il n'y a pas tout à fait un consensus. Une petite idée, ça peut être que dans le cerveau, on a 2 à 4% des neurones qui sont utilisés en même temps à chaque fois. Et donc on se dit que si on a plein de moyens d'avoir du zéro dans notre réseau de neurones, c'est pas si mal. Un point négatif que la Leaky ReLU essaie de pallier, auquel la Leaky ReLU essaie de pallier, c'est que quand on est à gauche, on n'apprend pas, parce que le gradient est nul de cette fonction-là, à gauche en tout cas. Du coup, on met une petite pente pour que ça apprenne quand même. Alors, une autre couche très utilisée dans tout ce qui est computer vision, la batch normalisation. Du coup, l'idée, c'est que entre nos couches, les valeurs sorties entre les couches sont un peu dans l'espace, dans un espace aléatoire, en fait, et on ne sait pas du tout à quoi ça correspond. Du coup, on peut avoir des distributions qui font un peu n'importe quoi, comme là. On peut avoir des trucs qui ressemblent à des distributions normales, on peut avoir des trucs très pentus, enfin, on peut avoir un peu n'importe quoi. L'idée, c'est que, comme on a des petites variations entre nos couches de réseau de neurones, ça va avoir du mal à apprendre, parce que notamment sur la ReLU, là, on voit que si on est à gauche, on n'apprend plus. Ça pose problème. Si on est à droite, on a toujours un gradient qui a la même valeur. Ça peut être, en fait, le meilleur point d'utilisation de la ReLU, c'est vraiment ici, parce qu'il y a la non-linéarité, quoi. Du coup, c'est pas mal d'être centré. Et la batch norm sert justement à centrer nos valeurs entre les couches, du coup, en retirant la moyenne et en divisant par l'écart type, tout simplement. Avec cette formule-là. Ça, c'est pour l'entraînement. Du coup, à chaque batch, on fait ça pour ramener un peu les valeurs là où on veut, par cette formule-là. Ensuite, pour tout ce qui est inférence, quand on n'est plus en entraînement, on estime la moyenne et l'écart type avec des procédés que vous verrez en statistique. Ah oui, le petit epsilon là, il sert à ne pas diviser par 0, tout simplement. Ensuite, en pratique, la batch norm fait un petit truc en plus, ajoute deux petits paramètres entraînables, alpha et bêta, du coup qui remettent un peu de variance et un peu de moyenne. Et du coup, ces deux paramètres-là s'entraînent en même temps que le réseau de neurones. Voilà pour la batch norm. En pratique, on voit que la batch norm elle améliore pas mal l'entraînement. Là, c'est parce que là, en gros, la courbe orange et la courbe bleue, ça correspond à un réseau de neurones sans batch norm, et les autres à un réseau de neurones avec batch norm. Du coup, on entraîne plus vite parce que on a moins de mal à être bloqué dans certains endroits chiants pour les fonctions d'activation. Et en plus, du coup, on arrive à de meilleurs résultats à la fin. Alors, petit résumé du coup de ce qui se passe dans les générateurs. On a du coup une couche qui permet d'augmenter en dimension. On la fait passer par la batch norm. Et ensuite, on fait passer par ReLU. Ça, c'est l'unité caractéristique du générateur. Ensuite, le générateur, du coup, c'est un empilement de ces trois couches-là collées. Tout simplement. Est-ce qu'on a des questions sur tout ce que j'ai expliqué là? Non, ça va? Ouais, Julien. Justement, du coup, la question c'est pourquoi la batch norm avant la ReLU et pas après. Justement, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est pour utiliser un maximum nos fonctions d'activation. En fait, justement, c'est juste avant la fonction d'activation, on n'a pas envie d'être à gauche, on n'a pas envie d'être trop à droite, ni trop à gauche pour pouvoir utiliser un maximum notre fonction d'activation et la non-linéarité de la fonction d'activation. Est-ce que ça va si je te l'explique comme ça? Du coup, la batch norm, ça sert justement à ramener tout au centre avant la fonction d'activation. Je reviens là.
Ok. Ok, maintenant qu'on sait, qu'on connaît le principe des GAN et qu'on sait comment l'implémenter à peu près, on va voir comment ça s'entraîne. Alors comme c'est pas du tout un réseau, enfin c'est pas du tout un seul réseau, c'est pas du tout le principe d'un seul réseau, l'entraînement est un peu plus complexe, et du coup on va voir comment ça fonctionne avec l'entraînement du générateur et du discriminateur qui doivent apprendre ensemble, parce que justement ils apprennent, le discriminateur devient fort parce que le générateur devient fort, et le générateur devient fort parce que le discriminateur devient fort. Du coup d'abord l'entraînement du discriminateur comme c'est plus simple, ça c'est entraînement d'un classifieur, où il donne les images du générateur, où il donne les images du dataset réel, et on passe par la cross-entropie. Enfin, on minimise la fonction de loss ici. Les images fausses, du coup, c'est Y faux. Du coup, on veut minimiser, lorsque le discriminateur regarde les fonctions fausses, on veut que ça s'approche de 0, la probabilité s'approche de 0. Lorsque c'est des images vraies, on veut que la loss s'approche enfin, la loss augmente, quoi. Parce qu'en fait, pardon, j'ai de la merde. Lorsqu'on regarde les images vraies, on veut que ça s'approche de 1, oui, c'est ça. Du coup, on va minimiser ça. Cette expression-là, la somme des deux. Ça va, ça? Ouais. Bien sûr, le générateur est fixé. Il ne s'entraîne pas sur la boucle d'entraînement du discriminateur. Pour le générateur, du coup, ça va être exactement l'inverse. Le générateur, son but, ça va être de tromper le discriminateur. Donc on part du vecteur de R puissance 100, il génère une image, l'image passe par la loss, enfin passe par le discriminateur puis la loss, et ensuite on minimise le fait que, en fait on veut maximiser le fait que la prédiction tende vers 1. Du coup cette expression-là. Le discriminateur, encore une fois, là il est fixé et ne s'entraîne pas sur cette boucle-là, parce que sinon on a des petits problèmes. Ok, est-ce que pour l'entraînement ça va? Ou est-ce qu'on a des questions sur l'entraînement? Ouais. Ok, du coup, ça correspond à ce qu'on veut, la cible en fait qu'on veut atteindre. Là, en fait, en réfléchissant sur D de Y faux c'est l'image générée par le générateur. Du coup, on veut que le discriminateur, la prédiction sur l'image fausse, s'approche de 1. A l'inverse, du coup là, ça correspond au fait que le générateur doit tromper le discriminateur, puisque le discriminateur envoie 1 s'il pense que c'est vrai. A l'inverse, pour le générateur, enfin pour le discriminateur, du coup, lui c'est un peu plus complexe là. Si c'est des vraies images, on veut que la prédiction soit proche de 1. Ça, c'est du point de vue du discriminateur, du coup. On veut que si c'est une fausse, ça approche de 0, et si c'est une vraie, ça approche de 1. D'autres questions? Ok. Du coup, comme je l'ai dit, les GAN, c'est très fort, mais ça a énormément de problèmes. Du coup, on va lister un peu tous les problèmes de GAN et donner quelques pistes pour résoudre ces problèmes-là. Alors, premier problème, du coup, c'est la longueur du réseau. Je pense que vous n'avez jamais fait de réseau aussi gros que ça, parce que déjà, on accole deux réseaux qui ont la taille d'un classifieur, mais en plus, on génère des images, du coup, c'est... Enfin, générer des images, c'est assez fat, comme on grandit en dimension, ça explose très très vite. Du coup, on a un réseau très très long, euh, et donc ça pose de nombreux problèmes, notamment déjà la puissance de calcul, puisque plus on a des réseaux longs, plus il faut faire des calculs pour mettre à jour tous les poids de notre réseau de neurones. En plus de ça, si on se rappelle un peu de la règle de la chaîne pour la backpropagation, par exemple, en fait, ça concerne surtout les couches taux dans le générateur. Parce que du coup, quand on veut mettre à jour, par exemple, cette couche-là, on va faire la rétropropagation du gradient à partir de tout là-bas. On va calculer les gradients un par un à chaque couche, en remontant, si vous vous rappelez bien. Et du coup, on arrive à une grosse formule comme ça, plein de produits. J'adore ça parce que c'est très très beau visuellement. Mais du coup, tous ces termes-là, en fait, si on considère que le discriminateur il est très sûr de lui, ou s'il est très sûr de lui, les gradients ils vont être assez petits, ils vont être plus petits que 1. Enfin, en fait, de valeur absolue entre 0 et 1. Et donc, un produit de termes de valeur absolue entre 0 et 1, ça tend vers 0. Et du coup, ça veut dire que le gradient, quand on est dans
Ok, ok, j'ai compris. Ok, du coup... Pardon, excusez-moi. Comment ça marche ça? Oh, c'est trop chiant. Bon, et du coup, je vais le tenir, c'est pas grave. Ok, du coup, je disais, comme c'est un très gros produit de terme entre 0 et 1, en valeur absolue, on tend fortement vers 0. Et le problème, c'est que du coup, pour les couches assez tôt dans notre générateur, elles auront beaucoup de mal à s'entraîner, comme les gradients vont tendre vers 0. Alors ce problème-là, ça s'appelle le problème de vanishing gradient, du coup de gradient qui disparaît comme on remonte, quand on remonte le réseau de neurones. On a quelques façons d'éviter ça, notamment avec les couches résiduelles, dont je ne vais pas parler dans cette formation parce que c'est un peu plus avancé. Mais je vous invite à regarder un peu ce que c'est si vous voulez approfondir les GAN et avoir des GAN de plus de 100 couches. C'est très pratique. Un autre problème, du coup, c'est le déséquilibre entre le générateur et le discriminateur. En fait, il faut voir le discriminateur et le générateur comme un peu des enfants qui essaient de se battre. Le discriminateur, on peut presque le considérer comme un mauvais prof, parce qu'en fait, il va taper sur les doigts du générateur. Et si jamais le discriminateur tape trop sur les doigts du générateur, bah, le générateur, il va rien comprendre parce qu'il va tout le temps se faire taper sur les doigts, peu importe ce qu'il fait. C'est un peu cette idée-là que je vais essayer d'expliquer. Ce qui se passe, c'est que le problème, c'est que pour l'entraînement, tous les poids sont mis à jour en passant par le discriminateur. Du coup, l'entraînement va totalement être dépendant du discriminateur. Et si jamais notre discriminateur est trop fort, par exemple, pour les images fausses, on va être très loin vers la gauche. Là c'est la dernière fonction d'activation du discriminateur. Du coup, c'est la dernière fonction, par laquelle on passe. Toute la backpropagation va passer par là. Du coup, si notre discriminateur est très sûr de lui pour les fausses images, on va être très à gauche. S'il est très sûr pour les vraies images, on sera très à droite. Et comme on peut le voir sur la courbe, bah quand on est très à gauche ou très à droite, le gradient est très faible. Comme c'est quasiment horizontal. Du coup, comme tout à l'heure, bah, vanishing gradient, on n'a pas trop de gradient, on ne peut pas update le générateur et ça ne va pas fonctionner, ça ne va pas s'entraîner. En pratique, ce problème-là, bah, il pose plein de problèmes. Est-ce que vous avez des petites solutions à proposer, par exemple, pour résoudre ce problème-là? Il y a quelques techniques qui sont assez simples à mettre en œuvre pour résoudre ça. Vas-y. On peut peut-être augmenter ou diminuer le learning rate en fonction de la différence entre les accuracies progressives, peut-être. Yes, tu veux dire créer un entraînement asynchrone entre le générateur et le discriminateur? Quoi? Ouais. Ouais, c'est à peu près ça que je voulais dire. Mais ouais, déjà le learning rate, enfin, on peut jouer sur le learning rate des deux. Et c'est une bonne idée justement de créer un déséquilibre entre le générateur et le discriminateur. Il y a une autre façon aussi du coup que de jouer sur le learning rate, ça peut être de faire plusieurs boucles d'entraînement sur le discriminateur par exemple, ou sur le générateur, de plus que le générateur. Du coup, d'entraîner plus le générateur par rapport au discriminateur ou l'inverse. A votre avis, quel est le réseau qu'il faut le plus entraîner entre le générateur et le discriminateur? J'ai entendu le générateur. Est-ce que d'autres sont de son avis? Oui. Bah en fait, c'est pas le générateur. Désolé. Bah non mais ce serait la réponse évidente parce que le générateur c'est un peu celui qui a le plus de mal à s'entraîner parce que justement c'est la génération c'est plus dur que la classification. Mais en fait ça va être le discriminateur parce que tout l'entraînement est conditionné par le discriminateur justement. Et en fait le problème si on entraîne plus le générateur c'est qu'il va bien fitter en fait il va bien réussir à tromper le discriminateur. Mais nous ce qu'on veut c'est pas tout à fait qu'il trompe bien le discriminateur. Nous ce qu'on veut c'est des vraies images. Et en fait si le discriminateur est pas fort, le générateur va pas réussir à devenir fort. C'est pour cette raison qu'on entraîne plus le discriminateur en général. Oui, j'avais oublié ça pour montrer les zones où il n'y avait pas beaucoup de gradients. Ok. Du coup, un autre problème des GAN, l'effondrement des modes, ou mode collapse en anglais.
Pour ça, je vais l'expliquer avec un petit exemple. On reprend notre exemple des trois classes, avec des donuts, des camions et des crabes. On imagine que dans notre dataset, on a un tiers, un tiers, un tiers pour chaque. Et on va voir ce qui se passe un peu. Je vais un peu décrire ce qui se passe, les problèmes qui peuvent se passer avec le générateur. Alors le truc, c'est que le générateur, c'est un peu un flemmard. C'est vraiment un enfant, le générateur. Et en fait, il prend le truc le plus facile à générer parce que, en fait, il a juste à trouver une façon de tromper le discriminateur. Du coup, il va prendre le truc le plus facile à générer, il va générer que ça. Admettons que le plus facile à générer entre les trois, ça soit le donut. Du coup, il va générer 100% de donuts. 100% de donuts, si on fait le calcul en considérant qu'on prend moitié, pour la moitié du. Enfin, pour le dataset d'entraînement du discriminateur, on prend pour moitié le dataset réel, et pour autre moitié, on génère les images avec le générateur. Du coup, au total, on aura quasiment tout, enfin 66% du truc, 2 tiers du dataset d'entraînement, qui sont des donuts. En fait, le discriminateur, il est pas si con que ça non plus. Il va se dire que bah, quand je reçois des donuts, en fait, c'est toujours faux, je me trompe tout le temps. Comment ça se fait? Bah, du coup, je vais répondre que c'est faux, c'est des fausses images si c'est des donuts. Et en fait, il aura de très bonnes probabilités de réussite, de prédiction, de classification, si jamais à chaque fois qu'il rencontre un donut, il dit que c'est un faux. Et du coup, il aura, moi j'ai la flemme de calculer, mais plus de 80%, je crois, il me semble. En disant juste les donuts, c'est toujours faux, et le reste, c'est toujours vrai. Du coup, bah, il va dire qu'il va s'adapter, et on aura l'inverse. Et tout simplement, bah, le générateur, il va comprendre que puisqu'il donne que des notes, c'est toujours faux. Il va prendre un autre truc, et puis par exemple, il va prendre le camion, il va faire que des camions, et ils vont continuer à se chamailler entre les deux, sans jamais qu'on ait les trois en même temps. Et ça, c'est assez embêtant en fait, parce que nous, ce qu'on veut, c'est une distribution, enfin, on veut générer les trois, quoi, et on n'arrive pas à générer les trois. Et en fait, en pratique, c'est un vrai problème, et on peut que subir l'effondrement des modes, parce que en fait, les GAN fonctionnent comme ça, et on a quelques moyens d'y remédier, mais tout dépend de la stabilité. Je peux citer par exemple la Wasserstein Loss, mais on n'en parlera pas aujourd'hui. C'est une loss un peu spéciale, du coup, qui permet d'améliorer la stabilité de l'entraînement, mais c'est des techniques un peu avancées. Oui, on a une question au fond. Ouais, justement, j'en arrive à là. J'en arrive à là. On peut se dire que c'est complètement débile ce que je raconte, parce qu'en fait, il suffit de donner une classe. Et en fait, bah, je vous donne un dataset de chats, par exemple. Et bah, sur les chats, ça se voit très bien. En fait, ce qui fait la richesse d'un dataset, c'est justement qu'on a plein d'images différentes. Par exemple, nous, ce qu'on veut quand on génère des chats, bah, c'est des chats de fourrure orange, des chats gris, des chats avec que le visage du chat, des chats allongés, sous posture allongée et tout, etc., etc. Il y a plein de variabilités dans notre dataset. Et c'est ça qui fait la richesse d'un dataset. Et du coup, en fait, bah, pour n'importe quoi, on aura du mode collapse. Là, on n'aura plus que des visages de chats. C'est un peu dommage. Et d'ailleurs, on perd un peu de couleur aussi, je crois. Et plein d'autres trucs qu'on perd petit à petit parce que notre gagne, il en fait qu'à sa tête. Du coup, voilà, on aurait pu se dire que c'est complètement débile, mais en fait, rien qu'avec la richesse du dataset, on perd forcément des choses quand on entraîne un GAN. Et ça, c'est bien dommage. Mais du coup, comme je l'ai dit, on ne fait que subir ça. Il y a vraiment il y a quelques façons de faire, mais c'est plutôt avancé, donc on n'en parlera pas aujourd'hui. Est-ce que vous avez d'autres questions sur tous les problèmes de GAN que je viens d'exposer? Non? Ok. On finit sur une petite note positive, du coup, avec l'état de l'art. Faut savoir que les GAN, ça date de 2014, il me semble. 2018, on arrive à générer des trucs de grande dimension. Et du coup, de nos jours, qu'est-ce qu'on est capable de faire? À gauche, à votre droite, du coup, on a les visages très réalistes. À votre gauche, on a un GIF qui, en fait, c'est de la génération de paysages. Et en fait, on touche du doigt l'effondrement des modes en choisissant les caractéristiques qu'on veut de l'image. Là, en gros, on fait le GIF animé en se déplaçant dans l'espace de base. Vous savez, les vecteurs de harp 100, on se déplace dans cet espace-là, on arrive à un truc animé de façon assez continue. Ça, c'est plutôt joli. L'autre truc qu'on peut faire avec du coup le GAN de 2018, c'est ça, sélectionner ce qu'on veut dans une image. Là, on a des visages générés, et en fait, on se rend compte qu'en se déplaçant dans notre espace de départ,
on peut choisir l'âge, le sexe, l'âge et le sexe du visage généré. Là, on a, en gros, on a un homme, quoi. On a un homme de couleur de, de couleur de peau foncée, disons. Puis on arrive à choisir, à faire avec les mêmes caractéristiques de genre, enfin justement pas de genre. On change l'image en femme, puis en enfant, puis en femme un peu plus âgée, et puis en homme un peu plus âgé. Et là, vraiment, on touche un peu du doigt. On arrive quasiment à choisir les caractéristiques qu'on veut de l'image. Donc on maîtrise à peu près, on maîtrise vraiment beaucoup plus notre espace de départ de nos jours. Du coup, voilà, résultat assez bluffant. Malheureusement, on arrive à la fin de la formation. Est-ce que vous avez des questions sur tout le fonctionnement des GAN? Oui, Polo. Par rapport justement à ta dernière slide là, attends, est-ce que tu peux la remettre s'il te plaît? Voilà, une fois qu'on arrive donc une fois qu'on a entraîné le modèle, est-ce que c'est immédiat de déterminer quels paramètres, comment agir sur les paramètres qu'on veut, ou alors est-ce qu'il faut de la data science derrière qui nous permet de déterminer les paramètres? Ok, du coup, ça c'est une très bonne question. J'ai oublié de donner le nom d'ailleurs du GAN. Je l'ai mis tout en haut. Non, je l'ai pas mis. Du coup, ça s'appelle Style GAN. Et en fait, entre 2014 et 2018, il s'en est passé des choses. Et ouais, effectivement, au départ, on est totalement incapable de dire ce qui se passe dans l'espace de départ. Genre, les chats tout à l'heure, le projet que j'avais fait l'année dernière, enfin, je peux absolument pas dire ce que ça donne les features de départ. Et d'ailleurs, c'est un vrai problème dans tout ce qui est deep learning. En fait, on a très peu de moyens de contrôle sur ce qui se passe dans notre boîte noire. Du coup, on ne sait pas trop ce qui se passe. Et justement, c'est en 2018, il y a des génies qui ont eu l'idée de mettre un réseau de neurones pour savoir ce qui se passe et jouer sur les paramètres qu'ils voulaient. Et du coup, c'est comme ça qu'ils arrivent à contrôler ce qui se passe dans l'espace de départ. Ça, c'est vraiment l'idée de Stalgan, du coup. D'autres questions? Ouais, je la répéterai. Du coup, la question c'est qu'est-ce que représente X et qu'est-ce que représente Z? Il me semble que ouais, ça doit être ça. X doit être Non, X doit être l'entrée, je pense, plutôt. Ça paraît plus logique. Mais je t'avoue que j'ai juste copié la slide, je voulais juste un gros produit. De toute façon, la backprop, c'est un gros produit de différentiel. Et c'est toute enfin, c'est ça qu'on veut savoir, quoi. D'autres questions? Euh, Tu peux repasser du coup la slide. Enfin, j'ai pas compris pourquoi ton GAN il générait juste une image en fait. Bah, t'avais dit que le GAN, par exemple, il générait que des donuts ou bien que des camions, mais il aura plus d'avantages à générer les trois, non? En fait, le GAN, c'est un peu un flemmard. Tout ce qu'on lui dit, c'est de tromper le discriminateur. Son but, c'est vraiment de tromper le discriminateur. Et comme on le définit comme ça, bah, il apprend juste ce qui est le plus facile à apprendre. Et en l'occurrence, c'est beaucoup plus facile de générer une seule chose que de générer plusieurs choses. Le générateur ne reçoit pas de donuts. Ouais. Ouais. Le discriminateur répond oui ou non. Il dit juste si c'est une vraie image ou pas. C'est ça. Le discriminateur, c'est vraiment, ça donne une probabilité entre 0 et 1 pour dire si c'est une vraie image ou pas. Comme son but, c'est vraiment que de tromper le discriminateur, dès qu'il arrive à le tromper, il est content. Et il apprend juste ça. Je crois que j'avais vu une question derrière. Je t'en prie, Guillaume. Transfert de style.
Ok, du coup, le transfert de style, là, à l'introduction, je parlais d'un peu du champ des possibles de la génération avec le deep learning. Ça n'utilise pas tout à fait des GAN. Transfert de style, la façon la plus terre à terre de le faire, ça n'utilise pas de GAN, justement. Du coup, c'est plus dans l'optique de la génération dont j'ai parlé de ça. Ça te va comme réponse? Enfin, c'est pas des GAN. Mais après, si jamais tu veux aller un peu plus loin dans le transfert de style, tu peux utiliser des GAN, je crois. Et d'ailleurs, dans Style GAN, la technique pour. En fait, il y a une technique qui permet de mélanger les visages, notamment. C'est du transfert de style entre images. Si vous voulez aller un peu plus loin dans les GAN, faites du transfert de style, ça vous sera utile. Ouais. Je t'avoue que Style j'ai lu le papier il y a très longtemps et j'avais pas le niveau quand j'ai lu le papier. Je compte m'y replonger, mais il me semble qu'il y a pas mal de réseaux de neurones. Je crois qu'il y en a trois, ouais. Mais à vérifier. Enfin, prends pas mes mots pour une bonne source. D'autres questions? Vas-y. Ok, c'est vrai que j'en ai pas parlé. L'auto-encodeur, du coup, pour ceux qui ont fait le TP, c'est une autre façon de faire de la génération d'images. Ce que ça faisait, c'était que, en gros, ça prenait une image à l'entrée et ça essayait de faire l'identité de l'image en passant par des couches plus petites. Du coup, en tronquant là où le réseau est le plus petit, ça nous permet de générer une image en faisant du bruit à la place. Je sais pas si je suis assez clair. Du coup, en fait, les auto-encodeurs sont beaucoup moins forts que les GAN en pratique. Ils arrivent beaucoup moins à générer des trucs cool. Mais en ce moment, les auto-encodeurs, ils commencent à reprendre un peu de niveau avec les auto-encodeurs variationnels. Du coup, ça commence à revenir en force, mais les GAN, ça a toujours été le truc le plus fort pour la génération. Ça répond à ta question? Yep. Ah, vas-y, vas-y. Ouais. Du coup, la question c'est comment on fait pour diminuer en nombre de filtres quand on fait des convolutions inverses. Bah, en fait, c'est exactement comme les convolutions normales. Les convolutions normales, tu fais une combinaison linéaire en fait de tes filtres à chaque fois. Et du coup, bah, pour la convolution transpose, c'est pareil. Là, j'ai pas de dessin explicite, du coup, si tu veux, je pourrais te le faire sur le tableau juste après. Ah, je peux le faire sur le tableau en vrai. Si j'ai une craie. Moi, j'ai une craie. Alors, du coup, petit rappel pour les convolutions. Ton truc, c'est un truc comme ça. En fait, il faut juste comprendre qu'est-ce qui se passe quand on applique un filtre. Là, c'est le nombre de filtres. Tu vois le tableau d'ailleurs? Enfin, vous voyez plein de tableaux. Ouais. Du coup, là, on imagine qu'on a deux filtres parce que j'ai pas trop envie de me faire chier. Moi, j'ai un kernel de cette taille-là. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer mon kernel sur chacune des images de l'espace des features, quoi, des feature maps. Cet espace-là, on l'appelle l'espace des feature maps. Du coup, je vais appliquer mon kernel sur chacun des trucs. J'aurai deux images, enfin deux tableaux, quoi, pour chacun des filtres. Et en fait, je vais faire une combinaison linéaire des filtres pour arriver à un seul filtre. Du coup, ça correspond à un filtre, en fait. Et du coup, c'est comme ça qu'on passe de n filtres à k filtres. On change le nombre de filtres. En fait, ce qu'il faut comprendre avec ça, c'est que c'est beaucoup trop fort parce que pour du RGB, en fait, tu prends le R, le G et le B en même temps. C'est ça l'idée derrière. Pour les convolutions, en tout cas. Est-ce qu'on a d'autres questions? Bah, décidément, j'ai vraiment beaucoup de questions. Du coup, en fait, ça c'est. En fait, il faut juste se débrouiller un moment pour avoir des puissances de 2 quoi, pour augmenter en taille, puisque c'est plus facile. Du coup, on peut se dire que, première façon de faire, on part d'un vecteur de taille 100, et on dit que en fait, le vecteur de taille 100, ça va être un vecteur 1 fois 1 fois 100. Et du coup, là, il n'y a plus trop de soucis, parce que du 1 fois 1, tu l'augmentes en taille avec des convolutions transposes, et tu augmentes la taille, quoi, et le nombre de filtres en même temps, tout simplement. Et du coup, ça, c'est une façon de faire. Une autre façon de faire, plus désuète, c'est de mettre des danses avant pour avoir la bonne taille de sortie.
Enfin, la bonne taille d'entrée avant les convolutions. Est-ce que c'est assez clair? Ou est-ce que tu veux un schéma un peu plus clair Non, c'est bon? Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions encore? Ouais. Encore une? Est-ce qu'on a une formation avancée sur les GAN? Je crois que Jules se chauffe un peu, mais je saurais pas dire exactement quand. Je te répondrai un peu plus tard. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie de votre attention. Et c'est la fin de la format. Merci à tous d'être venus.